Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est une captation d'une des conférences que j'ai faites cet été, que j'ai donné cet été dans le cadre de la sortie de ma nouvelle monographie sur Saint-Martial-Vivérolles. Cette conférence s'intitule Saint-Martial-Vivérolles, un village à travers les siècles et mon travail de mémoire. Pour la petite histoire, c'est une captation qui a été particulièrement chaotique puisqu'il y a des morceaux de bande qui ont disparu, enfin audio, qui étaient inaudibles en plein milieu d'une conférence qui était audible. Donc on l'a retravaillé au niveau du son parce qu'il y avait beaucoup d'écho. Mais j'ai comblé les trous, donc j'ai refait entre guillemets une captation de la conférence juste après, dans les mêmes conditions pour que je puisse avoir à peu près la même voix. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop à l'audio. Le PowerPoint que je mets et le PowerPoint que j'ai diffusé dans un des endroits. Alors cela ne respecte absolument pas la conférence, enfin en tous les cas ce que je dis, parce que sinon ça serait un travail trop important pour le montage. Il faudrait que je réécoute la conférence qui dure entre 1h15 et 1h30. Enfin, entre 1h et 1h30, ça dépend des endroits où j'étais. C'était beaucoup trop difficile de le faire. D'ailleurs, le PowerPoint tournait régulièrement. En fait, j'avais mis le temps que les gens lisent et ça passait au slide suivant. Donc, en fait, le PowerPoint a tourné en boucle le temps de ma conférence. C'était juste pour vous montrer les images. Donc, vous verrez aussi les images avec les textes. Mais en tous les cas, vous aurez le temps de regarder les images et de détailler. Donc, même si ça ne cadre pas avec ce que je dis à la voix et que vous avez à l'écran, je vous remercie d'avoir un peu de bienveillance. Et si quelqu'un veut faire le montage et passer 3 heures pour le faire, allez-y, mais moi ça ne m'emballe pas. De toute façon, l'intérêt c'est ce que je dis et les images que vous pouvez voir. Après que ça ne corresponde pas, c'est pas un problème. Mais écoutez, j'ai pas eu la possibilité de le faire, donc c'est assez compliqué à faire en termes avec mon vieux coucou qui mouline et qui chauffe comme un gros maboule. Donc voilà, je peux pas le faire. Donc la conférence commence juste après ce petit moment de bruitage, on va dire comme au théâtre, hein. Je fais un clappement de mains et la conférence, je commence juste après. Donc merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette conférence et croyez-moi, elle fut épique. Bonjour et merci d'être venu ce soir pour cette conférence qui a donc comme titre Saint-Martial-Vivérolles, un village à travers les siècles et mon travail de mémoire. J'espère que vous allez apprécier le PowerPoint, les petites images diffusées sur le mur et que vous allez prendre du plaisir aussi à ce que je vous conte l'histoire de ce village et on va voir ensemble la périodicité qui fait que ce village est bien au-delà des 1000 ans. Donc j'espère que vous allez apprécier sa belle histoire. Alors pour commencer, il faut quand même revenir aux sources et donc aux racines, puisque c'est par mon grand-père maternel que je suis attachée à ce village et qu'ils m'ont, dans ma famille, fait une transmission de l'histoire avec un grand H bien sûr, et de l'histoire avec petit h, notre histoire de famille. Alors oui, j'ai un attachement très très profond à ce coin du Périgord et notamment à ce village puisque depuis à peu près 400 ans, toute la partie de la famille de mon grand-père maternel se marie, meurt, réside, possède des terres, etc., etc. dans ce village. Donc inutile de vous dire que Saint-Martial c'est chez moi et que j'ai un profond ancrage aussi parce que je suis arrivée toute petite bébé dans ce village et que j'ai fait mes premiers pas, mes premières expériences et que mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte a toujours été particulièrement attachée à être ici. J'y ai résidé un long moment quand j'étais petite et j'ai beaucoup de gens qui autour de moi m'ont donné l'amour de l'histoire, l'amour de ce village, l'amour de la transmission des histoires. Et
je dois avouer que j'ai été très chanceuse et je remercie, même si elles ne sont plus présentes parmi nous, mais elles le sont en esprit, toutes ces personnes de familiales ou amies dans le village qui m'ont conté leurs histoires, qui m'ont servi aussi dans mes romans quelquefois, qui m'ont donné aussi quelquefois des idées ou des passages pour certains de mes romans, notamment par exemple Karenina. Donc vraiment c'est un village qui est particulièrement euh, très profondément en moi, qui est, comme je l'appelle, mon chez-moi, c'est-à-dire que quand j'arrive à proximité, je dis toujours, j'arrive à la maison, je reviens à la maison, et pour ne rien vous cacher, mon chat, hein, que certains connaissent ici, le célèbre Général Hux, qui regarde par la fenêtre et qui grogne quand il n'est pas content, eh bien, pareil, hein, lui aussi, quand il arrive dans le village, eh bien, il est chez lui, hein, voilà, donc c'est comme ça que nous le présentons. Alors, l'histoire de cette monographie, qui est donc actuellement, aujourd'hui, depuis donc début juillet, rééditée en une version enrichie et améliorée, fait que c'est une monographie qui était déjà sortie en 2008, donc qui est maintenant avec un autre format et largement plus importante que précédemment, puisque historiquement, nous devions faire une brochure d'une page recto verso pour la mairie de l'époque, donc dans les années 80, fin 80, début 90. Avec ma grand-mère, nous avions donc décidé de chercher des renseignements sur l'histoire parce que plusieurs personnes de notre famille, de nos entourages, de nos amis et des amis des gens qui résidaient à Saint-Martial s'étonnaient toujours de ne pas trouver un livre sur l'histoire du village, sachant que l'église était quand même très très vieille. Et donc on a commencé à récupérer ici ou là, et notamment aux archives départementales de la région, alors maintenant Nouvelle-Aquitaine, mais à l'époque de l'Aquitaine, des documents qui nous prouvaient que l'existence du village était assez ancienne. Simplement, en 2 ans, on a récupéré plus de 100 pages de documents ou de photos, de vieilles cartes postales que nous avions également dans notre bibliothèque. Et en présentant ceci à la mairie, on lui a dit le mieux c'est quand même qu'on fasse un petit livre. Alors le livre a commencé à se monter, mais on pensait honnêtement ne le faire tirer qu'à une dizaine d'exemplaires qui soient mis à disposition à la mairie pour les gens, les touristes de passage qui pourraient l'emprunter et aller se promener dans le village en récupérant le bouquin. Simplement, le hasard a voulu que mon premier éditeur, donc qui s'appelait Jacques Lagrange, qui était le chef et l'éditeur en chef de Pilote 24, très bien connu dans la région, avait passé son adolescence et ses vacances de temps en temps à Saint-Martial, et qu'il a eu vent, en fait, par un de ses amis, qui était un archiviste, et qui était aussi un membre de la Société archéologique et historique et archéologique du Périgord, dont je fais partie, lui a dit, tiens, il y a une petite jeune femme, là, qui est en train de faire des recherches sur un petit village, c'est Saint-Martial-Viverolles. Donc, par son entremise, Jacques Lagrange me contacte en me disant ah bon, vous faites une brochure, un livre? Je suis non, pas du tout, pas un livre, on fait juste un petit fascicule, etc. Et en parlant, en lui expliquant ce que je faisais, il m'a dit mais écoutez, venez à Périgueux, venez à la maison d'édition, j'aimerais bien voir ce que vous faites, venez me présenter votre travail. Et donc je commence à lui présenter le travail. Et il me dit, écoutez, si vous arrivez à me faire tant de pages, parce qu'il me manquait à peu près une trentaine de pages, moi je l'édite. Voilà, donc j'étais assez abasourdie parce que je ne pensais pas du tout que ça pourrait intéresser un éditeur, surtout de la trempe de Pilote 24. Et je lui ai dit, écoutez, oui, pourquoi pas. Donc quelques mois plus tard, j'ai réussi à rassembler tout ce que je voulais rassembler. Et je lui envoie le tapuscrit avec les photos que j'avais sélectionnées. Alors, il m'avait dit qu'il y avait un impératif du nombre de photos dans son ouvrage, donc j'avais vraiment sélectionné avec lui les photos que j'estimais être les mieux. Et il me rappelle en me disant, quand vous passez à Périgueux, venez à la maison d'édition. Donc j'arrive et il y avait un contrat qui était prêt. Il m'a dit, vous le prenez avec vous, vous le lisez, si ça vous intéresse, vous le signez, et vous revenez avec, signé, et on travaillera sur la mise en forme, sur la pagination, etc. Bref, on fera un travail d'édition. Donc,
je ne vous cache pas que je n'ai pas réfléchi 15 millions de fois non plus, et que j'étais très honorée, parce que la plupart du temps, c'était que des gens qui étaient universitaires, des gens qui étaient des professeurs, des historiens, des agrégés, etc. Ou des journalistes qui avaient pignon sur rue, ou des auteurs qui étaient très connus. Donc inutile de vous dire que la petite, entre guillemets, que j'étais, était très très contente, et très très fière aussi de pouvoir être dans son catalogue. Donc nous avons sorti cette monographie avec Jacques, et je dois avouer que j'ai été très bien reçue, parce que j'ai reçu le soutien bien sûr des maires et des prêtres curés qui étaient attachés à Saint-Martial, et ce depuis le début des années 80, puisque à chaque fois, chaque conseil municipal et chaque maire m'a toujours soutenu, que ce soit avec l'accès aux archives, que ce soit avec l'accès à des endroits qui étaient fermés au public, mais dont on m'a donné l'autorisation, et puis aussi dans l'organisation, par exemple, du lancement du livre de 2008, où on a fait carrément un lancement dans le restaurant du village avec une grosse partie des villageois, des élus du coin, etc. Tout ça, ça avait été organisé par le maire de l'époque, feu Monsieur Martin, en présence du Monsieur le curé de l'époque. Voilà, donc il y avait quand même pas mal de monde, et nous étions très contents du retour de cette monographie. Alors pendant des années, donc depuis 2008, elle s'est assez bien vendue, mais j'ai continué à travailler sur l'histoire de Saint-Martial, et depuis 2008, vous imaginez bien que j'ai quand même trouvé pas mal d'autres choses. Alors, quelquefois des documents qui n'avaient pas été imprimés en 2008, quelquefois des documents qu'on m'a, entre guillemets, apportés ou signalés, parce que la monographie s'étant vendue, certaines personnes l'ont lue et donc ont trouvé des archives chez eux, ou m'ont aiguillé sur des documents dans d'autres archives ailleurs, puisque j'ai quand même trouvé des archives vers Pau, hein, ou encore dans le Berry, voilà, ou des choses où je ne m'étais pas déplacée à l'époque, pensant que je ne trouverais pas grand-chose à aller sur Saint-Martial, dans ces coins-là. Et les archives n'étaient pas toutes numérisées, puisque maintenant la plupart des archives départementales sont numérisées et accessibles en ligne. À l'époque, ça ne l'était pas. Donc c'était très compliqué, il fallait se déplacer, et je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de soutien quand même des archivistes de certaines archives départementales ou régionales, qui m'ont quand même beaucoup aidé, parce que voilà, on peut pas se déplacer tout le temps, surtout quand on travaille, et donc voilà, il me faisait les archives, enfin les recherches pour moi. Et j'ai eu l'idée, il y a à peu près 4-5 ans, de retravailler cette monographie, parce que avec tout ce que j'avais trouvé, avec des photos nouvelles que j'avais récupérées, des agencements qui étaient différents, ou par exemple les vitraux de l'église qui sont neufs, hein, vous pouvez le voir, il y en a au moins 2 qui sont neufs. Voilà, c'est des choses qu'en 2008 n'existaient pas. Il y en avait, celui qui était derrière moi était cassé, celui qui était là-bas, il n'était pas en très bon état. Donc voilà, il n'y avait pas une particulièrement mise à jour, on va dire, d'embellissement, non seulement de l'ouvrage, mais aussi de l'histoire de Saint-Martial. Donc j'ai décidé de refaire cette monographie. Simplement, elle est devenue un peu plus grande, puisque maintenant c'est moi qui l'auto-édite, donc j'ai décidé de prendre un format, comme vous le voyez, un peu plus large, un peu plus haut, qui sied un peu mieux à un livre d'histoire, ou en tous les cas à un livre avec des photos dedans et histoire, puisque généralement les livres historiques ou d'histoire sont quand même légèrement plus grands que les romans. Et je me suis aperçue aussi qu'il y avait quelques demandes de cette monographie de 2008 qui n'étaient plus accessibles, ou alors à un prix supérieur au prix de vente. Alors j'incite les personnes, puisqu'il y a une personne tout à l'heure et qui me regarde et qui sourit, qui m'a dit qu'elle l'avait vu en ligne à un prix à peu près aux alentours de 32 € hors frais de port. Donc je lui ai dit c'est pas la peine de l'acheter, puisque je vais en sortir un où il y aura celle de 2008 agrémentée et enrichie de beaucoup de choses. Donc quitte à payer le prix d'une monographie, autant qu'elle se soit la dernière mouture et pas quelqu'un qui se fait de l'argent sur notre dos. Je rappelle que nous, auteurs, nous ne touchons pas sur les reventes de ces livres-là.
Et a fortiori, se faire pratiquement 10 € plus les frais de port de bénéf, c'est quand même truander l'acheteur et le lecteur. Donc c'est pour ça que je vous invite à plutôt aller sur The Book Edition, acheter la nouvelle monographie qui sera enrichie et qui aura beaucoup plus de pages et de photos, puisqu'il y a plus de 350 pages, donc vous aurez beaucoup mieux, et ça sera plus facile à trouver. Alors, je vais vous conter une histoire de plus de 1000 ans, l'histoire de Saint-Martial, l'histoire d'un village qui doit son nom à un évêque, à un des 7 évêques qui a été envoyé en Gaule pour prêcher l'évangile au IIIe siècle. Saint-Martial doit donc son nom à un évêque, mais sa deuxième partie de nom, Vivérolles, vient du sommet, de la colline, du mont, du point géodésique que nous avons là. Juste un tout petit peu plus loin sur la route du Vivérolles, qui vient lui-même de vivriers, qui vient lui-même de plusieurs sources ou marécages qui avaient lieu dans cette prairie, qui était très fertile. Et donc, Saint-Martial de Vivérolles s'est donc retrouvé à s'appeler ainsi depuis plus de 1000 ans. Alors, il y a de nombreux noms au cours des siècles, j'en ai répertorié plus d'une quinzaine, qui avec des déclinaisons au fil des siècles a fait que Saint-Martial s'est retrouvé avec plein de petits noms, mais toujours avec la structure Saint-Martial de Vivérolles. Alors, vous avez une partie en latin, une partie en occitan, vous avez des variantes orthographiques françaises, grand moment. Vous avez un mix entre Saint en latin, Martial en français et Vivérolles en occitan. Oui, si. Vous avez aussi tout en latin sauf la fin en français. Vous avez des deux quelque chose, mais toujours deux. C'est depuis l'avènement de la Dordogne, donc en 1790, et l'avènement de l'INSEE et des codes postaux, etc., que pour des raisons pratiques, ils ont fait tomber le 2, mais je peux vous assurer que depuis la nuit des temps, c'est bien Saint-Martial de Vivérolles, ou de Viveroux, ou de Vivaroux, ce que vous voulez. Mais bref, il y a beaucoup de variantes de Saint-Martial, mais c'est toujours la base Saint-Martial de Vivérolles. Alors, les dates clés de Saint-Martial, on va dire qu'il y en a 6. 6 dates clés dans l'histoire de Saint-Martial, une église, des seigneurs, 3, plus 1, vous allez voir, on en a 3 et demi. Ah bah non, si, 3 seigneurs, enfin 3 châteaux et demi et des seigneurs qui vont avec, et bien sûr moi, oui, enfin tout est relatif, bien sûr, en toute modestie. Alors, Saint-Martial a des preuves archéologiques, il y a des documents archéologiques, notamment publiés en 1994, qui attestent que le sol est d'époque crétacée. Il y a de nombreuses présences de pierres taillées, de blocs de grès ferrugineux, de fossiles rudistes, ou encore de roches ou de silex brut. On peut les trouver très rapidement et très facilement. Alors un peu moins maintenant, voilà. Mais il y a quelques années, on en trouvait beaucoup dans les champs, dans les jardins, etc. Donc tout le monde, plus ou moins, a retrouvé des fossiles. J'ai même carrément des traces de fossiles sur les pierres de ma maison. Si, incrustées, j'ai un coquillage. Mais qui date pas de hier, voilà. Donc on a beaucoup de choses qui prouvent que c'est de l'époque crétacée, que c'était habité, puisque dans les lieux-dits d'Oulé, la rivière et au bord de la Sauvanie, il y a eu des traces de vie, des petits blocs qui ont fait penser aux archéologues, et plus que penser, que la vie était présente là, des hommes, s'étaient établis dans ces endroits-là, et qu'il y avait une vie dans la périphérie de Saint-Martial, sachant que Saint-Martial est très étendu comme territoire, comme superficie, et donc ils étaient au bord de la rivière, dans des champs fertiles, avec un point géodésique qui est le Vivérolles, qui pouvait leur permettre de se rabattre là-haut pour voir ce qui se passait, et une motte où est située donc notre église, où nous sommes, qui s'avérait être la crypte, ou en tous les cas l'endroit où il se rassemblaient peut-être pour prier des dieux ou un seul dieu après ils aient été évangélisés par Saint-Martial. Et donc Saint-Martial a toujours eu des traces depuis
des années. Alors ce n'est guère étonnant quand on sait que dans le sud du département de la Dordogne, ou même vers ici, il y a des grottes, où, bon, bien sûr les plus célèbres étant Lascaux, mais voilà, il y a des grottes qui ont été habitées depuis des millénaires, qui ont des traces de vie, etc. Donc nous, on n'a pas une grotte comme ça, mais il y a des grottes sous le Vivérolles qui n'ont jamais été explorées, mais en tous les cas pas aussi énormes que celles comme les gouffres de Badirac, etc. Mais franchement, bon voilà, s'il y avait des habitants, ils ont forcément mis des traces quelque part, mais on n'est pas encore allé fouiller et on ne va pas les fouiller tout de suite. Alors, cette présence humaine est attestée bien sûr par l'archéologie, mais aussi est attestée comme tout simplement parce que c'est un vallon très fertile, il y a beaucoup de sources sous cet endroit. Le mot vivrier vient de l'endroit où il y avait de l'alimentation, où on produisait de l'alimentation pour les bêtes ou les humains. Donc c'est vraiment un endroit qui a été colonisé littéralement, où des familles se sont établies, des hommes se sont établis pour y vivre parce qu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour pouvoir vivre tranquillement, élever des bêtes, les faire boire, les faire manger et eux-mêmes avoir des habitations puisqu'il y avait des pierres, parce qu'il y avait du calcaire, il y avait des pierres de calcaire, il y avait des pierres de roche et donc ils pouvaient se faire tout à fait une habitation et tout ça au bord d'un vallon et d'un cours d'eau qui était quand même beaucoup plus large à l'époque, qui est de la Sauvanie. Inutile de vous dire, poissonneuse en plus, je rappelle qu'il y avait beaucoup de poissons, qui commencent à avoir des écrevisses. Voilà, donc c'était un endroit idéal. Alors, sur l'endroit où nous sommes, donc, où plus ou moins j'ai mes pieds, hein, enfin on va peut-être pas creuser tout de suite, il y avait une crypte sur cette butte, donc, qui était entre guillemets la pré-église forteresse que nous connaissons, d'après quelques relevés, alors qui a été, on va dire anéantie, non, mais en tous les cas qui a été enterrée sous l'église forteresse, et la première présence, la première date que nous avons, c'est une date qui est très ancienne puisque c'est 1147, c'est un texte latin qui est la première trace du nom de Saint Martial Vivérolles, qui évoque la bataille entre l'évêque de Limoges et l'évêque de Périgueux, qui en écrivent, enfin qui en appellent, il lance une bouteille à la mer, enfin à l'époque la missive, hein, voilà, portée par porteur, enfin envoyée par porteur à l'archevêque de Bordeaux pour récupérer les recettes de cette florissante paroisse qui avait dû être, selon les rapports de construction à peu près 60 à 80 ans plus tôt, donc vous imaginez 1147, 60 à 80 ans plus tôt, voilà. Ce qui fait que plus ou moins dans 2 décennies et demie, eh bien mademoiselle, notre jolie église forteresse aura 1000 ans. Voilà, donc on va lui faire un joli on va lui faire une petite festouille. Alors on ne sera pas aussi bien conservé que la dame hein, dans 20 ans, on est bien d'accord. Mais voilà, elle sera quand même bien célébrée, je l'espère. Alors ça correspond bien sûr, ce 1147, à la période templière. C'est une période qui est très très importante et qui a été sur la lancée de ce qu'étaient les baronnies. Alors Saint-Martial appartenait à la baronnie de Mareuil au Xe siècle, puis ensuite au comté du Périgord, puis au duché d'Aquitaine, et notamment à une certaine dame qui s'appelait d'autre que Aliénor d'Aquitaine, puisque mademoiselle et bien sûr son grand-père, etc., possédaient ces terres. Alors il y a des terres qui ont été possédées par Aliénor dans le coin, et qui ont été alternativement, au gré des mariages de la belle, française et anglaise. Puisque nous retrouvons dans les textes le fait que Saint-Martial a été 3 fois française et 3 fois anglaise pendant, bien sûr, la guerre de 100 ans. Alors, attestée, elle a été anglaise en 1258, puis elle est passée à la France, enfin, en tous les cas, au duché d'Aquitaine, puisque, duché, voilà, en 1294, puis elle est repassée à la France et à l'Angleterre, alternativement, selon les soubresauts, les traités et les alliances et les mariages, entre 1400
54 et 1589. Alors, date à laquelle elle a définitivement basculé dans le giron du royaume de France. Alors, tout à l'heure, on parlait des Templiers et de l'église templière. L'église était une position templière attestée en 1137, d'où les recettes très importantes de l'église. Elle appartenait, donc deuxième date importante, elle appartenait, en tous les cas, deuxième moment clé des Templiers, elle appartenait à cette commanderie du Soulé qui se trouvait à Gour-Rossignol au XIIIe siècle. Elle a basculé en tant qu'hospitalière, bien sûr, quand les Templiers sont tombés. Elle a appartenu à la commanderie hospitalière de Cambrange en 1457 et des traces sont toujours visibles ça et là, que ce soit sur des pierres, que ce soit dans des petits endroits. Il n'y a pas très loin dans le bourg, là, il y a une pierre qui, avec une croix templière, alors qui a été cachée, qui est cachée maintenant désormais par des vignes vierges du propriétaire, mais qui existe. Il y a une photo dans le livre. D'ailleurs, vous la voyez là, la photo. Il y a des traces visibles et beaucoup plus visibles. C'est-à-dire qu'il y a des traces de texte, notamment sur des noms, comme Gandillac, comme Valmont, comme l'Épine, comme le temple. On peut pas, là ça c'est difficile à cacher. Et il y a des pierres ou des marques ça et là qui attestent de l'époque templière de Saint-Martial, notamment de l'église forteresse, puisque c'est une église, mais qui est une forteresse, comme vous pouvez le voir, hein, il y a des meurtrières, on détaillera l'église un tout petit peu plus tard. C'est véritablement un mini château ecclésiastique qui a été fait par les Templiers pour les Templiers et pour défendre bien sûr les habitants et le reste. Alors il y a aussi quelque chose de très particulier de cette époque-là et qui va se développer pendant la guerre de Cent Ans et au Moyen-Âge et presque jusqu'à la Révolution, notamment après, avant la Révolution, puisqu'après il n'y a plus rien eu qui a été fait, c'est les souterrains. Alors les souterrains ont été attestés et j'ai eu la chance d'avoir travaillé donc avec Serge Avrilo qui était un spécialiste des cluseaux et des souterrains en Dordogne pour la partie bien sûr de Saint-Martial, et il y a 4 souterrains qui ont été véritablement avérés et trouvés. Alors depuis qui ont été bouchés par les propriétaires pour des raisons bien sûr de sécurité, puisque nous ne savons pas, nous avons vu les entrées mais nous n'avons pas la connaissance on va dire de la structure au milieu, hein, donc on va éviter les risques. Alors il y en a un qui part du château, donc de Saint-Martial, qui s'appelle le château Jussac, d'où de la famille de Jussac d'Ableville. Le château Jussac a un souterrain qui part de l'intérieur du château, qui passe par une maison du bourg, donc la maison juste un tout petit peu plus sur la droite quand vous sortez de l'église, qui a été attesté aussi mais qui a été bouché. Celui du château également par les anciens propriétaires, puisque bien c'était des descentes d'à peu près 2 mètres et 2-3 mètres, et ensuite ça débouchait sur un boyau qui arrivait donc sous l'église, vraisemblablement au niveau de la crypte, et vraisemblablement j'ai les pieds dessus. Alors oui, mais on l'a pas trouvé, on va pas aller le chercher. Le deuxième souterrain part du Breuil, donc tout le monde sait où est le Breuil. Alors ça partirait du château et ça arrive dans le bois du Breuil. À l'époque, il faut le savoir, toutes les terres que nous avons là cultivables derrière le cimetière, etc., qui vont jusqu'au Breuil, c'était que de la forêt. Et il y a une trappe qui s'ouvre dans le bois du Breuil, qui atteste qu'il y a un souterrain. Alors personne n'est allé fouiller, vous imaginez bien que ça doit être dans un état assez sordide. Un autre a été attesté, et là j'ai carrément une preuve vivante, enfin les plus vivantes, mais je savais, c'est ma grand-mère maternelle qui pendant la guerre est arrivée de l'Exode et s'est retrouvée à vivre au Bournais. Et donc dans cette maison-là, il y avait dans la cuisine une trappe qui descendait comme une cave, et donc elle avait été attirée par ceci, et elle l'avait même elle-même verrouillée pour éviter que ses filles aînées tombent. Elles étaient relativement petites à l'époque, et ça descendait sur 3 mètres à peu près, avec une échelle de bois, et le boyau faisait à peu près 2 mètres de haut pour environ 90 cm de large. Elle n'a pas voulu s'y aventurer plus avant parce qu'elle avait un peu la trouille, mais il y a un autre souterrain. Et
Les autres souterrains et Clusot sont à Villars, donc dans le lieu dit de Villars. Les souterrains ont été vus, ont été bouchés. Les Clusot ont servi encore pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils abritaient des personnes qui voulaient passer la Sauvanie pour aller en zone libre, que ce soit des opposants politiques, des juifs et autres. Voilà, donc il y a 4 souterrains, ce qui fait évidemment un petit plus sur l'histoire du village, qui explique. Alors le souterrain reliant le château Jussac à l'église est hyper facile, puisque la maison dont je vous ai parlé, qui a cette partie du souterrain sous ses pieds, était la maison des gardes du château. Ça s'explique très bien, et donc évidemment les châtelains, à l'époque les seigneurs, devaient se rendre dans le château s'il y avait une attaque le plus rapidement possible, pas à la vue et à la su de tous, et surtout pas au milieu des gueux. Voilà. Donc le châtelain débarquait avec sa suite par le souterrain, gagnait évidemment la salle d'armes par le boyau que vous avez juste derrière le confessionnal, enfin juste avant le confessionnal, qui est inaccessible. Je rappelle que nous n'avons pas le droit de prendre cet escalier en vis de pierre, qui est un boyau qui est très très faiblement éthéré. Moi j'ai eu la chance de le faire 3 fois, mais je peux vous assurer que c'est un casse-gueule. Donc ça a été interdit par la mairie, et à fort justement, puisque c'est vraiment trop dangereux. 1, de monter, 2, surtout de descendre, parce que vous risquez de rouler directement en bas, et vous êtes quand même à 20 mètres de hauteur, il n'y a pas de garde-barrière, donc c'est quand même pas possible de faire ce genre de choses. Mais le château avait une utilité, le souterrain avait une utilité pour les seigneurs, et eux se mettaient à la salle d'armes, donc à 20 mètres de hauteur, les gueux, le bétail, la boue, la fourrage et toutes les merdes, ici, voilà, là en bas. Ah bah écoutez, tant qu'à faire, si l'église forteresse avait été prise, autant que ça soit les gens, entre guillemets, et le bétail qui meurt, pas les souverains. Alors, autre date très importante, c'est les guerres de religion dans le Périgord, et notamment au niveau, enfin à peu près à la date du 1568, où tous les protestants ont trouvé refuge à Ribérac, notamment ceux qui ont été vaincus à Mansignac par le duc de Montpensier, et il y a un passage de Saint-Martial à la couronne d'Albret, enfin à la maison d'Albret, donc des protestants, pendant la guerre de religion, qui a établi certaines familles sont passées au protestantisme, ont vécu plus ou moins protégées pendant cette période-là, jusque évidemment certains édits ont été rendus caducs, et la chasse aux protestants est repartie de plus belle. Et donc, soit certains se sont reconvertis au catholicisme, soit certains sont exilés. Mais Saint-Martial a des traces de son passé et de son appartenance à la maison d'Albret. Alors, bien sûr, à toute cette période-là, jusqu'à la Révolution, Saint-Martial va être une place forte. Saint-Martial a été un repère noble, ayant justice sur paroisse, notamment jusqu'en 1760, avait 7 foires par an, des énormes foires qui attiraient beaucoup de monde. Alors peut-être que justement, mes aïeux venaient à la foire, voilà, ils se sont rencontrés, on imagine bien ça. Et Saint-Martial était un point véritablement très important. Je rappelle, il y avait des seigneurs, des châteaux très puissants, des seigneurs avaient des noms puissants, des familles très puissantes, introduits jusqu'à la cour du roi, puisqu'il y en avait certains qui étaient dans sa garde d'écuyer rapprochés. Et comme toutes les campagnes de France, on va dire, Saint-Martial a bien sûr vécu des famines, a vécu cette fameuse révolte des Croquants que nous connaissons tous grâce à Eugène Leroy ici, ou encore celle des Taravisés. Donc entre les 15e et 16e siècles, il y a eu énormément de révoltes, notamment celle des Taravisés qui a été réprimée dans le sang par le vicomte de Bourdeil. Et Saint-Martial avait donc pignon sur rue, avait pratiquement démographiquement plus de 2500 personnes au bourg. Imaginez 2500 personnes dans notre petit bourg. Oui, ça devait pousser. Voilà. Alors évidemment, les familles étaient plus nombreuses, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Arrive donc la période de la Révolution, qui est la 4e date, qui est donc 1789. Alors, le 1er mars 1789, les cloches de Saint-Martial de l'église sonnent, comme dans toutes les communes de France, pour appeler la population à établir des cahiers de doléances.
Notre cahier de doléances, ici, a été rempli le 4 mars 1789. Des extraits de ce cahier de doléances sont visibles aux archives départementales et j'en ai reproduit une partie dans le livre pour que vous puissiez regarder. C'est très intéressant à lire puisque, en fait, ils évoquent ce qui ne va pas, ce qu'ils aimeraient qu'il soit amélioré par le pouvoir royal. Notamment, ils se plaignent des taxes, puisque non seulement l'État, enfin le roi les taxe, mais les seigneurs les taxes, les bourgeois les taxes, en fait tout le monde les taxe. Ils ont de moins en moins de fourrage, ils sortent de 6 ans de disette et de famine. Puisque avant 1789, les 6 années précédentes, il y a eu une énorme disette et des récoltes absolument catastrophiques. Donc ils sortent de privation depuis 6 ans. Ils sont révoltés parce qu'ils ne mangent pas trop à leur faim, parce que leurs enfants ne mangent pas trop à leur faim, parce que leur travail, ils se plaignent pas d'avoir du travail, ils se plaignent de ne pas être suffisamment, alors on ne parle pas de salaire à l'époque, mais en tous les cas suffisamment rémunérés en bouffe, en nourriture, en habitation, etc. Donc c'est très très intéressant à lire, les cahiers de doléances. Notre cahier de doléances a été porté par le sieur Ladoire de Bobo, donc Bobo, le bois de Bobo qui se trouve sur la route de Cherval. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un plan, voilà, vous allez pouvoir voir le plan. Et par le sieur Ronchon, qui était le prêtre affilié à Saint-Martial. Ils les ont portés tous les deux au sénéchal du Périgord, qui a bien sûr qu'il a porté lui-même au pouvoir à Paris, enfin à Versailles. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des seigneurs de Saint-Martial. On va en reparler un peu plus tard pour évoquer les châteaux, hein, bien sûr. Mais il faut parler des familles nobles qui ont été des véritables rebelles à la Révolution française. Et il ne faisait pas bon d'être noble en 1789 et les années suivantes. Alors, parmi nos seigneurs de l'époque qui se sont distingués, nous avons la famille Lagéard de Charval, nous avons les Massacrés, nous avons les Briançon, les de Badillac, mais alors le pompon du Pompon a été quand même atteint par les Gandillac, patronniers de Gandillac plus exactement, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, à la Révolution, aux alentours de 1793-94, on a demandé, le comité révolutionnaire a décidé de faire bas aux privilèges des nobles qui commençaient sérieusement à leur courir sur les haricots, parce que certains avaient toujours leur domaine, leurs gens, leurs titres, etc., malgré que la révolution était passée par là. Et ordre a été donné de casser les tours des châteaux qui prouvaient en fait l'appartenance à la noblesse. Nous avons donc 3 châteaux et demi. Je vous expliquerai pourquoi le 3 et demi tout à l'heure. Nous avons 3 châteaux et demi, et donc chacun avait des tours. Alors certains 2, certains 1, certains plus ou moins 2, la plupart du temps. Et les révolutionnaires sont arrivés. Le comité révolutionnaire venait de Ribérac et il y en avait un à Vertéac. Donc ils arrivent, on imagine très bien, fourche, sans culotte, enfin la totale. Ils arrivent sur les domaines. Et ils revendiquent, puisqu'ils ont une ordonnance officielle pour tomber les tours. Alors il y a des châteaux où ça s'est plus ou moins bien passé, enfin bien passé, tout est relatif, ils n'ont pas trop eu le choix, mais bon, ils sont arrivés, ils ont fait tomber les tours, voilà. Alors Fontpitou a fait tomber ses tours, Briançon s'en est pris une aussi, le château Jussac, ils y sont presque arrivés, parce qu'en fait c'était une tour qui était intégrée au château, donc il aurait fallu qu'ils descendent tout le château, enfin en tous les cas tous les murs de la moitié du château, donc ils ont décapité. Ah bah oui, ils y sont allés. Ils ont décapité les tours, enfin notamment une tour carrée et un petit bout d'une autre. Et alors ils sont arrivés à Gandillac. Alors vous imaginez bien le truc, Gandillac ça monte, c'est loin, les autres ils ont dû les voir arriver de 25 km. Ils arrivent et se trouvait au château uniquement le patriarche, donc le chef, qui était vraiment très très vieux. Alors la famille patronnée de Gandillac, si vous allez au cimetière tout à l'heure avec moi, on fera le tour du cimetière, vous allez voir, ils ne vivent jamais moins que 86 ans. Voilà. Alors là, et les centenaires, chez eux, ça pullule, donc selon les textes, il avait bien 80 ans, le vieux. Donc, il n'était pas en bonne santé, mais il était vivant. Certains n'étaient pas là, des fils, mais il y avait beaucoup de dames.
Donc vous imaginez bien le truc, les révolutionnaires arrivent remontés comme des coucous, ils veulent faire tomber les tours de Gandiac, il y en avait deux de chaque côté du bâtiment central, hein. Bah, vous avez la photo, là, la seule tour qui reste, hein, voilà, ça c'est fait. Donc ils arrivent, et là, attention, grand pourparler, hein, parce qu'on va pas faire tomber les tours des seigneurs comme ça, donc les femmes de Gandiac, de Patronnier de Gandiac et du château de Gandiac exigent le retour de leur mari, enfin en tous les cas des hommes de la famille, pour prendre une décision. Alors, cette histoire m'a été contée par Maurice de Gandiac, que j'avais l'honneur de connaître, qui était un philosophe émérite, et qui appartenait à cette famille, et qui venait passer ses étés, quand il était jeune, à Gandiac, et qui a d'ailleurs publié ses mémoires, qui s'appelait Un siècle traversé, mais il y avait beaucoup de ses mémoires qui n'avaient pas été éditées par son éditeur, parce que sinon ça aurait fait 15 tomes, évidemment, avec la vie qu'il a eue. Et il y avait toute une partie de ses mémoires qui n'était donc pas publiée, mais qui m'a autorisé à publier. Et un jour, en discutant avec lui, il m'a dit « Oh, ça, je n'ai pas pu le mettre dans mes mémoires, ni dans les mémoires, entre guillemets, non publiées, parce que c'est une histoire de famille et que voilà, c'est assez drôle, c'est cocasse, mais ça n'avait pas aucun intérêt pour mes lecteurs, enfin les gens qui voulaient savoir pour ma vie. Parce que dans sa famille, on disait qu'une des tours a été sauvée en nature. Vous imaginez bien des femmes en nature. Oui, voilà, il y en a qui ont des images, voilà, ben c'est à peu près ça. Donc il m'a dit, les femmes ont accepté de sauver une tour en nature. Alors peut-être elles ont donné que les œufs et les moutons, on est bien d'accord, mais je pense pas. Voilà. Donc il y en a une plus jolie que les autres qui a dû se sacrifier. On ne doute pas de l'histoire. Voilà. Donc ils ont sauvé une tour. Gandiac est le seul château qui a sauvé la tour. Et ils se sont donc distingués. Hein, je vous dis, les patronniers de Gandiac se sont distingués pendant la Révolution, puisque rebelote, ils se sont plus que distingués. Vous avez à l'écran là la lettre miraculeuse, grand moment. Alors, aux alentours déjà, on va dire de 1794, le comité révolutionnaire de Ribérac est informé par deux lettres émanant, l'une de la municipalité de Verteillac, ils nous ont balancé ceux d'à côté, et l'autre de la société populaire, qu'un écrit fanatique, c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est écrit fanatique, est propagé dans la contrée donc de Ribérac, Verteillac et Saint-Martial, en 3 exemplaires par la famille de Gandiac, qui bien sûr habite à Saint-Martial de Viverolles. Alors la copie est intitulée, je lis, une copie d'une lettre miraculeuse, trouvée depuis peu, étudiée au pied de la Sainte Croix de la ville d'Arras, écrite en lettres d'or, de la propre main de notre Sauveur et Rédempteur. Voilà. Alors imaginez le comité révolutionnaire qui croit ni en Dieu ni au diable, ils ont hurlé comme des putois, et donc ils ont considéré que ces 3 écrits étaient des fanatiques, puisqu'il y avait une phrase dans cet écrit qui disait « Le dimanche, vous ne ferez aucune chose, ni ne travaillerez sous peine d'être maudits ». Super, ça a dû les amuser, les révolutionnaires. Donc, comme ils ont eu peur que ça perpétue une opposition à l'exécution de la loi, hein, qui défend de connaître un jour de repos en fin de semaine, et ils considéraient que c'était une menace, que ça aurait pu amener, parce qu'il y avait des menaces de famine, de peste, de guerre, de malédiction, de foudroiement du peuple dans cet écrit. Bon, ils ont considéré ça comme une grosse menace quand même, et donc ils sont allés voir à Gandiac. Alors ils ont reçu bien sûr une copie de cette lettre miraculeuse qui a été transmise par le maire de la commune de Verteillac de l'époque, qui s'appelait Étienne Rigal d'Estèves. Évidemment, ça a été remis à la plupart de tout le comité. Ils ont hurlé comme des putois, donc ils sont venus à Saint-Martial pour voir un peu ce qu'il en était. Ils sont arrivés à Gandiac et ils ont recueilli les témoignages, on va dire, de 5 personnes qui travaillaient, alors peut-être pas tous à Gandiac, mais certains travaillaient à Gandiac, et qui avaient été appelés, notamment un qui avait été appelé par les prévenus, donc les femmes
de la famille Gandillac pour la démolition des cours du château et qui avaient écouté à cette époque-là la lecture, pendant qu'ils détruisaient une tour, ils ont écouté la lecture de cette lettre en disant que c'était une catastrophe, etc. Donc le comité a jugé que cette lettre miraculeuse était une menace absolue. Ils ont arrêté certaines personnes de Gandillac, notamment par exemple Henriette de Gandillac, à qui ils ont infligé une amende de 100 livres et qui l'auront obligé de faire des certificats de civisme pour être des vrais citoyens. Donc inutile de vous dire que ça a quand même bien révolutionné le canton et Saint-Martial. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien nous ne savons pas puisque la lettre miraculeuse a disparu miraculeusement. Ah ça c'est bête. Voilà, donc ça a fait une petite chose assez drôle, plus ou moins, sur la Révolution française, parce que c'est quand même une petite manière de contrer le pouvoir en place. Alors, comme je vous le disais, hein, nos amis de la famille de Gandillac eh bien, ont été parmi les plus actifs à contester le pouvoir. Alors, autre révolution, et on va dire, c'est pas une date clé, mais c'est une évolution de la société. La révolution passe, Napoléon, l'empereur arrive au pouvoir, il n'y a rien, plus ou moins, qui va se passer pendant cette période, à part, bien sûr, cette révolution industrielle qui arrive dans les campagnes au début du 19e, qui commence à dépeupler les villages, y compris Saint-Martial. Alors, nous avons juste une petite gloire locale qui s'appelait Monsieur Marcelot, qui était un hussard, qui a fait la gloire de son village de naissance, qui était la Chapelle-Grésignac, et de Saint-Martial, parce qu'il est venu y vivre et y mourir. Il est mort en 1855 à Saint-Martial, et il était né à la Chapelle-Grésignac en 1773. Il a fait des campagnes napoléoniennes, comme Mayence, comme Saint-Jean d'Acre, où il a été cité plusieurs fois pour courage à l'ennemi, et il a été fait chevalier de la Légion d'honneur par l'empereur lui-même. Voilà. Donc c'est une petite gloire locale, mais c'est quand même dans les sources et l'histoire de Saint-Martial quelque chose d'important. Alors, comme je vous le disais, au 19e siècle, ça ronronne, la révolution industrielle, les soubresauts politiques, voilà, Napoléon, les républiques, et je reviens, et la révolution, et je reviens en république. Mais il y a une enquête très intéressante qui a été mise en ligne il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sur les archives départementales de la Dordogne, que j'avais compulsé avant, qui s'appelle une enquête de Cyprien Brard, qui a été fait au 19e siècle, qui en fait est un questionnaire qui a été envoyé à toutes les communes de Dordogne pour expliquer les conditions de vie, les moyens, les points de vue sur la vie économique de la commune, sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la vie au quotidien. Ça va de l'air ambiant. Est-ce qu'ils trouvent sain l'air? Est-ce qu'ils trouvent l'air sain à Saint-Martial? Est-ce qu'ils aiment leur vie? Est-ce qu'ils aiment leur endroit pour vivre? Est-ce qu'ils trouvent la terre bonne? Est-ce qu'ils la trouvent pas bonne? Quelles sont les cultures qu'ils font? Quels sont les animaux qu'ils élèvent? Ceux qu'ils élèvent pour tuer et manger? Ceux qu'ils élèvent juste pour le bonheur d'élever quelque chose? C'est un questionnaire que j'ai repris véritablement mais mot par mot dans le livre, parce que c'est très très instructif. Alors c'est le maire qui répond, alors il y a des fautes, j'ai gardé les fautes et les usages et tout ce qu'il y a. Alors c'est assez sympathique à lire, parce que vous voyez l'évolution aussi de l'agriculture. Il y avait certaines animaux qui étaient élevés en grand nombre, puisqu'on cite à peu près le nombre de troupeaux et le cheptel, mais qui ne sont plus de nos jours, ou très 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 peu. Et voilà, il y a des inversements aussi de culture, de plantes, etc. Franchement, c'est très 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 intéressant et instructif à lire, donc je vous invite, alors soit dans le livre si vous voulez, vous l'avez, soit éventuellement en ligne, vous pouvez le lire, mais franchement, toutes les communes de la Dordogne, plus ou moins, ont répondu, et je vous invite à aller lire donc les enquêtes de Cyprien Brard. C'est vraiment très très... c'est la vie à la campagne au 19e siècle, donc avec les joies, mais les grosses peines aussi. Alors, dans les archives départementales, on peut avoir ce genre de choses, mais dans les archives
municipal, on a des choses qui ont attrait plus ou moins à la commune. Alors, la première chose que j'ai relevée et qui émaille la vie de la commune au 19e, c'est un orage de grêle, donc le 4 juillet 1862, qui a littéralement dévasté la commune, sauf l'église. Alors celle-là, elle n'a pas du tout été touchée. Voilà, il y avait un dôme au-dessus. Ah bah, vous croyez au dieu ou au diable, hein, comme vous voulez. Voilà, il y a un dôme, personne n'a bougé là-dessus. Voilà. Par contre, tout le monde s'en est pris. Alors, les toitures, les maisons, les attelages, hein, parce que je rappelle, il n'y avait pas de voiture. Voilà, des animaux, etc. Ça a vraiment, sur le document du conseil municipal, c'est véritablement à dévaster la commune. Donc, vous imaginez à cette époque-là. Et nous allons revenir donc au 19e siècle et une décennie plus tard, une grande histoire va être assez étonnante. Alors, il faut dire que dans la monographie, vous allez trouver le listing de tous les curés, les prêtres qui ont officié à Saint-Martial entre le 16e jusqu'à nos jours. J'ai essayé de tous les récupérer, je pense que exhaustivement je les ai tous. En 1867, donc le curé de l'époque envoie une lettre au maire de l'époque pour se plaindre du fait que les dalles d'origine, oui, bah, si vous allez à Charval, vous verrez ce que c'est des dalles d'origine. Nous, on en a 4. Hein. Voilà, je vais vous expliquer, c'est celles qui sont là-bas au fond, sur l'entrée. On fait ce qu'on peut. Pour expliquer qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans l'église, alors d'un pas plus ou moins pressé, hein, voilà, quel que soit le temps, donc par temps clair ou temps humide, il se casse la figure régulièrement sur le dallage. Il en a un peu marre, donc il réclame que le dallage soit réhabilité, ou en tous les cas soit restauré. La mairie a l'air de faire un peu la sourde oreille, mais bon, il réitère. Et la mairie va demander des devis. C'est une entreprise de Toulouse qui va être sélectionnée pour enlever le dallage, et le remplacer par une chape de béton, enfin une chape, beaucoup plus, on va dire, rectiligne, homogène, pour ne pas que le curé se casse la figure. Alors en 1777, le curé est tout content parce que, en gros, on lui remplace le dallage, hein, parce qu'il glissait trop depuis 10 ans, et on va vendre des lots de ces dalles, donc sur place, sur la place juste à côté. Alors les dalles, évidemment, à l'époque, ils n'ont pas vraiment porté véritablement cas des dalles, alors que sur les dalles, il y avait des traces templières. Ah bah oui. Alors on a le nom au moins de 4 personnes qui ont été enterrées dans l'église. 4 minimum, hein, on est bien d'accord. Donc il y a 3 prêtres, c'est sûr, et un chevalier templier. Voilà. Alors si vous avez des dalles chez vous, parce qu'il y en a qui ont des dalles. Alors les dalles ont servi à tout. Hein. Alors moi j'en ai, parce que ma famille a des lots, on a acheté 4 lots. Donc c'était des lots de 11 dalles. J'ai les preuves, hein, ils ont payé, il y a un reçu. Mais au cas où quelqu'un veut récupérer les dalles. Donc ils ont vendu les dalles par lot de 11. C'était des dalles, hein, c'est des trucs de 60 à 80 cm de profondeur, enfin de hauteur quand même. Oh, c'est pas des petits trucs. Oula. Donc si vous avez des dalles, alors ça a servi à daller les maisons, parce qu'à l'époque c'était peut-être en terre encore, à daller les étables. Si, les écuries, ils ont fait des oges à cochons avec. Si, moi j'en ai trouvé. Voilà, donc si vous avez des dalles chez vous, regardez-les. Inspectez les bestioles. Si vous trouvez une petite trace, une croix, un machin, un truc, une lettre, ce que vous voulez, prenez photo, vous me l'envoyez, je viens ventre à terre pour regarder. Voilà, parce que j'aimerais bien retrouver les dalles, ou enfin au moins une des dalles qui prouve que ces 3 prêtres, alors il y a les écrits, mais il n'y a pas la trace tangible. Voilà, et ce chevalier templier, alors inutile le chevalier templier, vous savez comment ils étaient enterrés les templiers. Voilà, nous avons alors, où vous marchez, là où vous êtes assis, nous avons un chevalier templier, si, voilà, on va peut-être pas creuser le béton, mais je suis à ça, hein, de creuser un jour. Voilà. Alors, après l'histoire des dalles, il faut quand même parler aussi des dons, puisque tout à l'heure je citais la famille de Lagéard, la comtesse de Lagéard qui habitait à Saint-Martial et qui avait eu un domaine à Charval et donc qui habitait
moitié de l'année là-bas, a fait un don très conséquent. Par 2 fois au XIXe siècle pour les pauvres de la commune de Saint-Martial en récompense des efforts de sa famille, etc. Alors, vous me direz, mais tiens, tout à l'heure, vous avez parlé de la révolution industrielle qui dépeuplait les campagnes. Eh bien oui, ça dépeuplait les campagnes, parce que fin 19e siècle, il y avait quand même encore à Saint-Martial des meuniers, des forgerons, des boulangers, des tisserands, des couvreurs, des menuisiers. Il y avait 20 domestiques et 21 servantes, donc pratiquement les 3 quarts étaient au château Jussac. 2 instituteurs, des tailleurs d'habits, 2 aubergistes et une épicerie. Ah, ça faisait quand même beaucoup de monde, je vous l'ai dit. Alors Saint-Martial, au plus haut donc de l'effervescence du village, donc fin du 18e, il y avait 3000 personnes au bourg. Si. Sachant que vous avez à peu près 23 lieux-dits et qu'il y avait sûrement d'autres personnes, donc ça fait quand même pas mal. Alors, je vous parlais de la listing des curés, il y a un listing des maires depuis, bien sûr, la Révolution française, en 1790. La famille Gandillac est bien présente, puisque nous avons 3 patronnés de Gandillac qui ont été maires, après être seigneurs, ils ont été maires, et oui, service de l'État. Alors, entre le maire et les curés, eh bien, nous avons eu un Don Camillo et un Pépone chez nous. Oui, alors vous êtes peut-être au courant, peut-être pas pour les anglophones. Ah non, mais on va vous expliquer après. Ceux qui savent, nous avons eu un épisode de Pépone et Don Camillo à Saint-Martial en 1928, puisque le curé, alors qui était déjà le curé de plusieurs paroisses, et notamment qui était basé à Verteillac, mais qui officier sur les petites communes du Tour, a assigné devant le Conseil d'État, s'il est allé au Conseil d'État quand même, le maire de Saint-Martial, qui avait eu l'outrecuidance de faire sonner les cloches le 31 octobre, à la demande de ses concitoyens qui décidaient à la veille du 1er novembre et du 2, le jour des défunts, donc de la Toussaint et des défunts, de faire sonner les cloches le 31 octobre. Inutile de vous dire que le curé informé n'a pas du tout apprécié du tout, que malgré le fait qui avait déjà entériné la loi de séparation de l'Église et de l'État, eh bien, le curé a demandé réparation au Conseil d'État en disant que l'Église ne dépendait que de lui. Le Conseil d'État a donné tort au maire en lui disant qu'effectivement il y avait bien la séparation de l'Église et de l'État, mais que c'était un office consacré encore religieux, cette église, et que donc ça relevait uniquement du pouvoir de l'évêché, de l'archevêché, et donc bien sûr du curé de la paroisse. Alors, ils ont été jusqu'au Conseil d'État, qui les a condamnés, enfin qui a condamné le maire à payer les 2 timbres que le curé avait utilisés pour envoyer sa demande. Voilà, donc on s'est bien fait remarquer au Conseil d'État, mais dans les registres du Conseil d'État, eh bien Saint-Martial a un arrêté. Voilà, alors bon, c'est peut-être pas reluisant, mais en tous les cas, ça fait partie des choses assez cocasses que la commune a connues. Alors, de 5e date, et bien sûr une des plus préjudiciables et on va dire des plus marquantes, et que beaucoup d'entre vous nous qui sommes issus de la commune, nous connaissons, c'est la Première Guerre mondiale. Nous avons perdu 21 hommes, 21 poilus, avec des fratries absolument fauchées, puisque les frères Élie, les frères Blois et les frères Tijassou sont tombés. Le plus jeune avait 20 ans, Jean-Émile Ménard, et le plus vieux en avait 41. Alors je le sais pour les frères Tijassou parce qu'ils font partie de ma famille, puisque un des frères avait épousé la sœur de mon arrière-grand-père, et elle s'était retrouvée, d'ailleurs ces 2 sœurs à mon arrière-grand-père se sont retrouvées veuves à 6 mois d'intervalle, puisque leurs 2 maris sont tombés en 14 et en 15, voilà, avec des enfants en bas âge, 2 enfants chacune, donc, et c'est lui qui les a récupérés pour essayer de sauver les meubles. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours était très important, parce que le monument aux morts était une des choses où, quand on était jeune, on se promenait le soir après le repas, et dès qu'on passait devant le monument aux morts, il y avait toujours quelqu'un, une femme ou un homme, assez âgé pour avoir connu ces hommes-là, qui parlait, telle personne c'était son copain, telle personne allait à la pêche, il y en avait une d'ancienne qui parlait toujours d'un des poilus en disant que ça a été son
son béguin, son premier amoureux, alors pas amoureux au sens voilà, mais voilà, il se plaisait beaucoup, et j'ai toujours été très attirée par ces noms marqués sur ce monument aux morts, et je me suis dit, il faut que je recherche, parce que je les voyais bien au cimetière, hein. Quand on allait au cimetière, il y avait des plaques en émail, mais pas tout le monde y était, et donc j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui n'y étaient pas, et des gens qui étaient dans le cimetière mais qui n'étaient pas marqués sur le monument aux morts. Donc j'ai commencé à demander, bien sûr, à mon grand-père, mes oncles, enfin mon oncle, les vieux cousins, les très très vieux cousins, dont un qui avait qui avait été mobilisé à partir de 16. J'ai commencé à fouiller. Et c'est quelque chose qui m'a toujours été très important. Et donc tous ces hommes, je les ai retrouvés. J'ai retrouvé leurs tombes. Alors il y en a la moitié à Saint-Martial et il y a la moitié qui sont ailleurs. Je les ai absolument tous retrouvés, que ça soit donc, eh bien, on va dire à Notre-Dame-de-Lorette, il y en a dans la Meurthe-et-Moselle, à la Nécropole nationale. J'en ai retrouvé, je les ai tous retrouvés dans la Somme, il y en a aussi à la Nécropole nationale de Maurepas. Il y en a dans les Ardennes, il y en a à Agnès-les-Duisans, etc. Bref, je les ai tous retrouvés. J'ai fait les photos de toutes les tombes parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, principalement parce que je les ai très souvent sous le nez et que désormais, eh bien, j'entretiens la tombe de 3 poilus, enfin en tous les cas enfin ils sont 2, notamment les Élie, je les entretiens. J'ai repris à ma charge de 3 tombes de poilus, plus mes tombeaux familiaux, parce que il n'y a plus personne derrière. Par exemple les frères Élie, il n'y a plus personne. Donc alors on n'a pas le droit, hein, Madame le maire, on est bien d'accord, on n'a pas le droit de déplacer des poilus, on n'aura pas le droit de soulever leur tombeau, mais ne pas les voir fleuris ou ne pas les voir entretenus, c'est toujours étrange, donc j'ai décidé de le faire. Il y a une autre tombe dans le village de Saint-Martial qui est entretenue par mes soins, qui est celle de Louis Gendreau. Qui est hors monument, puisqu'en fait il est inscrit sur le monument il est sur la Roche Chalet, mais il est à Talence, surtout sur le monument de Talence, puisqu'à l'époque il vivait à Talence près de Bordeaux. Louis Gendreau est un dramaturge qui était ami avec Edmond Rostand, qui était le protégé d'Edmond Rostand aussi, qui était couvé aussi par Sarah Bernard, qui voulait absolument distribuer sa pièce Narcisse dans son théâtre, avant-guerre. Il était ami avec Camille Merlot, que nous connaissons beaucoup dans le canton, puisque c'était le peintre, hein, célèbre peintre de Verteillac. François Mauriac, Camille Le Seine, Carlos Laronde. Il était cofondateur de la Société des poètes bordelais, société qui existe toujours d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont été très étonnés de le savoir parce qu'ils n'avaient pas du tout les fondations. Donc voilà, en cherchant puisque j'ai la chance et l'honneur, je dois le dire, d'être la biographe de Louis Gendreau. Voilà, c'est des choses que j'ai trouvées. Alors, il était né à La Roche-Chalais, hein, pas très 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 loin. Il disait qu'il était périgourdin de cœur et d'âme, mais bordelais d'adoption, puisqu'il était parti à Bordeaux à 6 ans. Il était propriétaire ici, au Bournay, puisqu'il avait des terres. Alors moi j'ai trouvé évidemment qu'il avait des terres qui jouxtaient celles de ma famille. Le hasard a voulu que ça soit comme ça. Sa maman, la famille de sa maman était originaire de Saint-Martial, notamment du Bournay, et donc il venait très souvent avec son frère en vacances quand il était jeune, et après il a acheté des terres. Il avait un métayer qu'il appelait Mercillou, qui était un certain monsieur Mazet, et avec qui il a correspondu pendant la guerre très régulièrement, alors pour demander bien sûr des nouvelles de ses métayages, mais aussi pour lui raconter ce qu'il en était. Alors il est tombé à la bataille de Crouy, donc en 1915, en janvier 15, et il n'a pas été rapatrié puisqu'on n'a pas retrouvé son corps, pour la bonne et simple raison que 2 bombardements successifs ont démonté la terre quelques heures après qu'il soit mort, et le lendemain, ces hommes ont juste récupéré sa plaque, bien sûr comme à l'époque c'était fait. Ils l'ont enterré sur place en espérant le récupérer, mais malheureusement la terre a été retournée. Donc sa maman a fait ériger une tombe qui est à l'entrée. Alors quand vous rentrez dans le cimetière du côté de l'église, là derrière, vous allez la première à gauche, au fond, juste à côté du point d'eau. C'est une tombe que j'entretiens à égalité avec son petit-neveu que j'ai eu la chance de retrouver
complètement par hasard, ou alors vous allez me dire que c'est peut-être Louis qui a œuvré pour que je le retrouve. Et donc nous sommes deux donc à entretenir cette tombe-là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait apposer une plaque qui nomme Louis Gendreau comme bien sûr poète dramaturge, mais lieutenant de la 44e de régiment d'infanterie, puisque c'était son régiment de mort, puisque au début il était dans au 34 régiment et après il a été au 44e, mais il est mort en tant que lieutenant, donc cette plaque montre évidemment qu'il était quelqu'un d'important. Alors je recherche toujours un morceau de Louis pour qu'il soit ramené, puisque c'était le vœu et le souhait de sa maman et de son frère, hein, puisque son frère, donc le petit-neveu, n'est autre que le petit-fils de cet homme, qui disait qu'il voulait rapatrier son frère à Saint-Martial. Je ne désespère pas de retrouver quelque chose un jour. Alors, l'année prochaine, il se peut fort bien que nous ayons la possibilité de faire mettre une plaque à l'endroit précis sur l'éperon 132 à Crouy où il est mort. Donc, inutile de vous dire que j'en serais très très honorée et je serais très heureuse de pouvoir y être le jour de l'inauguration de cette plaque-là. Donc, c'est les 21 poilus qui sont tombés à Saint-Martial ont eu des destins assez abominables, notamment par exemple les frères Jassou, puisque un est mort dans un hôpital militaire, juste à la fin de la guerre. L'armistice était signé, son frère est allé le chercher en train pour le ramener à leur maman, et en fait le train a déraillé et il en est mort. Voilà, donc elle a perdu 2 fils en l'espace de quelques semaines, et dont un qui est mort dans des circonstances complètement hallucinantes. Donc vous imaginez bien aller chercher votre frère qui est décédé et mourir vous-même dans le rapatriement, c'est quand même voilà, c'est l'ironie de la vie. Alors pendant la Première Guerre mondiale, le château Jussac était un camp de prisonniers allemands à l'arrière. Mon grand-père m'a raconté cette histoire assez drôle. Alors lui, il trouvait ça drôle à l'époque, mais je pense que son père a moins trouvé ça drôle. Un jour, il est arrivé avec un panier à un osier, puisqu'il avait juste 7 ans à peu près au début de la Première Guerre mondiale, et il est arrivé avec un panier en osier, tout fier hein, d'avoir un panier en osier, et puis son père lui dit mais où tu as trouvé ça? Et il m'a dit bah moi j'ai répondu à mon père la vérité, c'est-à-dire je lui ai dit bah c'est le monsieur au château qui m'a donné. Bon, il s'est pris une claque, hein, voilà, parce que en fait le monsieur au château c'est un prisonnier allemand, et imaginez mon arrière-grand-père, 70 il avait en travers, alors là vous imaginez même pas les boches qui étaient là, son fils avait un panier, oh là là, la totale, voilà. Donc il y avait des prisonniers, on a des preuves comme quoi il y avait des chambres d'arrêt, puisqu'à l'époque il y avait des cellules, avec des portes où il y avait écrit chambre d'arrêt. Alors depuis, les anciens propriétaires les ont murées, ont gardé les portes mais les ont murées. Donc moi j'ai encore les photos avant qu'ils murent et avant qu'ils enlèvent ça, donc dans le livre je les ai mis exprès pour avoir une trace. J'ai trouvé des documents de la Croix-Rouge qui faisaient état des dépôts de prisonniers. Il y avait 44 camps en France, dont 12 dépôts de prisonniers. Celui de Saint-Martial avait des prisonniers qui étaient entre les soldats et les officiers, et ils aidaient ces hommes, selon le rapport de la Croix-Rouge, à l'agriculture, donc aux paniers en osier qui étaient vendus après sur les marchés, et à l'aide diverses dans les fermes des alentours. Autre date, et donc la 6e, la date c'est bien sûr la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale qui est, on va dire, particulièrement évoqué ici désormais. D'ailleurs, si vous allez sur la route qui mène à Bertry, d'ici, à l'Épine Basse, au point de l'Épine Basse, sur le pont, vous verrez, il y a une plaque et une figurine d'un soldat allemand avec un chien et avec une explication de la ligne de démarcation, et de l'autre côté du pont, l'hommage à 2 résistants qui ont fait passer des personnes à cet endroit-là, puisque Saint-Martial était en zone occupée. La ligne de démarcation suivait la Sauvanie, donc nous avions 2 points à Saint-Martial, enfin 3 points de Saint-Martial de passage, puisque nous avions le point où il y a l'Épine Basse, le pont entre Verteillac et Saint-Martial, donc au niveau de la tannerie, et sur la route de Cherval, puisque Cherval était moitié-moitié, il y avait encore un point, voilà. Mais les 2 points principaux, c'était quand même sur les 2 ponts. Saint-Martial a été mis donc sous la préfecture, la domination de la préfecture de Charente, puisqu'elle était c'était en zone occupée. Il y a eu beaucoup
de résistance sous-jacente à Saint-Martial. Coco du Verger, Silin du Verger, mon oncle Yves, etc. me racontaient ces histoires, puisqu'il y avait un passage, alors d'autres vieux, hein, comme Monsieur Montserrand, etc., puisque Monsieur Montserrand avait le moulin du Chat, qui se trouve pas loin de la tannerie sur la Sauvanie, en contrebas de Gandillac, et il faisait passer des gens la nuit, il traversait la Sauvanie, il traversait sa propriété, donc il y avait des passages de personnes, alors qui fuyaient l'avance des Allemands, qui partaient, qui allaient passer des messages à la zone libre, etc. Ça passait au Moulin du Chat, à l'Épine Basse, à l'Épine Haute, dans les bois du Vivérol. Grand moment, dans le bois de Bobo aussi, ça a circulé beaucoup. Et on revient bien sûr à Gandillac, hein, puisque Gandillac, le château, a été occupé par les soldats de la Wehrmacht au début, par les douaniers en 1942 et un petit peu par des gens de la commandante Tours, et pas des gens très, on va dire, oui, non, pas recommandables du tout. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de tensions à ce moment-là, ça patrouillait beaucoup dans le village, et bien sûr, Saint-Martial a gardé ses foires, enfin en tous les cas au moins une foire par an, un marché et une foire, puisque en zone occupée, enfin jusqu'à ce que la zone occupée tombe, le 11 novembre 1942, mais surtout jusqu'à ce que les douaniers arrivent au milieu, dans l'année 43, c'était encore les soldats de la Wehrmacht qui étaient là, et donc Saint-Martial était en zone occupée. Après ça a été complètement la zone occupée, et donc Saint-Martial a été récupéré par la préfecture de la Dordogne, mais pendant un long moment c'était la préfecture de la Charente. Alors, je vous parlais tout à l'heure des passages, etc. Il y a des hommes qui ont rejoint de Saint-Martial, qui ont rejoint le maquis de Mimi, qui s'appelait le maquis Mimi de Mareuil, qui a été rattaché à l'équipe de RAC, qui eux-mêmes ont participé au combat de la poche de Royan, donc de la libération de Royan en 1944. C'est des choses qui m'ont été racontées notamment par Silin du Verger et par mon oncle Yves, qui faisait partie de ce groupe Mimi. Donc inutile de vous dire que ce genre de choses, c'était absolument génial quand j'étais petite, parce que c'était l'histoire en direct. C'était moi j'avais l'histoire dans les livres, on m'expliquait la poche de Royan, et eux ils l'avaient vécu, la poche de Royan. Donc c'était, vous pouvez pas imaginer ce que c'est pour une enfant et une jeune adolescente de voir et d'entendre ces lieux de mémoire. C'est très souvent, je parle de la première fois où je suis allée à Oradour-sur-Glane, il y avait encore des survivants. Et le jour où on est allé pour la première fois, il y avait un des survivants qui était là. Il y avait très peu de monde. Maintenant, c'est carrément, enfin, il y a des gens qui se croient à Disneyland sur des lieux de mémoire comme ça, mais à l'époque, il y avait très peu de monde. Enfin, il y avait du monde, mais en tous les cas, c'était pas organisé comme maintenant. Et ce monsieur était là, et il expliquait à une autre dame. Et donc, ma grand-mère lui demande qui il est, parce qu'il a l'air de connaître beaucoup, et il lui explique, il se présente, il dit qu'il en est un ancien survivant. Alors, le hasard a voulu, en fait, que il faisait partie de la famille de ma meilleure amie, que je ne connaissais pas encore. Comme quoi, vous voyez, le destin. Il nous a expliqué. Donc, il nous a expliquer ce qu'il avait vécu lui, de sa perspective à lui, de ce qu'il avait pu voir parce qu'il était enfant. Et en fait, c'est ce genre de témoignage qui a renforcé mon goût pour l'histoire et pour la passation aussi de la mémoire et de l'entretien de cette mémoire aussi pour Saint-Martial. Alors, il y a quand même un homme qui est mort en 1944. Nous n'avons répertorié qu'un, et c'est déjà beaucoup, malheureusement. C'est Albert Bertrand, qui est mort en captivité à Elrich, en Allemagne, en 1944. Alors, j'ai retrouvé, la chance que j'ai eue, c'est sur un forum, en cherchant les prisonniers de guerre français en 1944, dans cet endroit-là, dans cette partie de l'Allemagne. J'ai retrouvé, en fait, un monsieur, sur un forum, dont le papa avait été déporté aussi dans ce camp de prisonniers, d'officiers, qui avait quelques photos prises par son papa, que son papa avait réussi à sauver. Son papa est mort quelques temps après son retour en France, et parmi ces photos, il y avait Albert Bertrand. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir les avoir. Il m'a donné l'autorisation de les publier, donc je les ai mis à l'intérieur du roman pour pouvoir montrer qui était Albert Bertrand, autre que sa plaque en émail. Voilà, donc c'était une autre façon de le voir. Alors, on va attaquer la partie église. Je vous ai dit, cette conférence va durer 5 heures. Mais on est là pour ça aujourd'hui, ce soir. L'église, c'est un monument historique. Il y a un arrêté du 9 juin 1926 qui la met
qui la classe comme monument historique et elle est inscrite comme monument historique en 1992. Alors la construction de l'église date donc de la fin du XIe. L'activité est prouvée à partir de la fin du XIe, donc début XIIe. Donc je sais très bien que tous les brochures et les dépliants qui sont distribués dans les offices de tourisme marquent 13e. Non, voilà, 11e, début de la construction de l'église. L'église date de la fin du 11e, début du 12e. Elle n'est pas du 13e. Les ramifications, les ajouts commencent à être du 13e, mais la vraie, c'est bien avant. Alors, elle est orientée traditionnellement comme la tradition antique le veut, c'est-à-dire sud, ouest, est, non, enfin sud, est, ouest et nord. Vraiment, elle est pile poil dessus. Elle a un système donc défensif, c'est une église forteresse, une des rares, hein, comme Soriac de Ribérac et Grand Brassac dans le coin, avec une salle d'armes. C'est une des très rares églises forteresses. Sa hauteur de murs latéraux est de 15,50 m. Elle a une nef, les côtés de la nef sont fortifiés, vous pouvez très bien le voir là. Il y a 7 baies cintrées, donc on peut les voir là, on en voit 2 sur mes côtés là, hop, on dirait une hôtesse de l'air là quand je fais ça, qui sont telles des meurtrières, puisque ce sont des meurtrières, qui ont été donc fort utiles pour les attaques successives au cours des siècles. Le clocher, lui, date fin du XIIe siècle, c'est un étage supérieur, et à l'étage supérieur, vous pouvez voir des baies qui datent, elles, du début XIVe. C'est des fortifications qui ont été faites lors de la guerre de 100 ans, qui atteignent 20 mètres de hauteur. Inutile de vous dire qu'on y voyait très 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 bien dans le paysage, et donc on voyait bien arriver les attaques. Alors l'église elle-même ici, là, nous avons une travée en arc de cloître au début, puis 3 travées en coupole demi-sphérique, d'ailleurs vous le voyez assez bien si vous levez les yeux, dont une plus basse, où je me tiens, puisqu'on le voit nettement sur la coupe, puisque c'est la partie qui soutient la salle d'armes, la partie basse de la salle d'armes. L'escalier en vis, tout à l'heure je vous en ai parlé, c'est un boyau avec 2 meurtrières qui se trouvent à la 35e marche et à la 70e marche. Oui, je le sais, j'ai failli me casser la figure, donc je les ai comptées, les marches, pour les redescendre. Et la salle d'armes, donc, qui est au-dessus de nous, est un rectangle. Imaginez, un rectangle de 23 mètres 33 de long pour 7 mètres 10 de largeur. Elle a un dénivelé, donc juste au-dessus de ma tête, de 3 mètres pour atteindre la partie basse. Et cette partie basse est atteinte par un escalier très étroit qui fait 75 cm de largeur. Je passe en travers. Hein. Oui, si, quand on est un peu volumineux, on passe pas de face, mais de travers, on passe. Et en haut, vous voyez 11 ouvertures dans les murs avec des trous qui permettaient d'avancer sur les hourdes, donc c'est ces constructions de bois qui surplombaient les assaillants autour d'un bâtiment, hein, donc on avait des hourdes autour à 20 mètres de hauteur. Alors il y a de nombreuses traces d'incendie, je vous les montrerai quand on ira au cimetière tout à l'heure, notamment sur l'arrière, donc derrière moi, l'arrière du bâtiment, qui est donc la façade est, mais qui n'a jamais été récupéré. C'est-à-dire que personne, dans aucun texte, on a trouvé que l'église avait pu être prise. Elle a été assiégée, elle a été en partie noircie. Vous allez voir, on a bien remis des pierres toutes blanches, toutes belles, parce que ça a sûrement bien brûlé, mais elle n'a jamais été prise. Voilà. Alors, les 2 baies qui sont donc dans la façade ouest, qui sont au-dessus de la porte d'entrée, la grande porte, pas la petite qui est la porte d'origine où tous les gens passaient pour aller au boyau de montée de salle d'armes, non, la grande porte où on fourrait les animaux. 2 baies ont été aveuglées, vraisemblablement. Quand on a construit, on a rehaussé le clocher pour éviter que ça ne s'affaisse. Bon, je pense pas que ça s'affaisse un jour, hein, vu la taille de la bête, mais on n'est pas à l'abri. Les cloches ne sont pas d'origine, elles sont quand même vieilles, hein, elles datent de 1876, mais les dates précédentes, les cloches précédentes nous ont été piquées à la Révolution. Elles ont été acheminées à la paroisse de Saint-Martin de Ribérac. Si. Voilà, donc nous on a récupéré ces 2 cloches là, qui s'appellent... Non, alors, voilà, non, il faut pas rire quand on dit 2 cloches. C'est moi la cloche, c'est pas... Bref, les 2 cloches s'appellent Anne-Thérèse et
Marie, donc quand elles sonneront l'Angélus ce soir, enfin tout à l'heure quand elles vont se déclencher comme des maboules en plein milieu de la conférence, on fera une pause hein, si elles sonnent, ça va tonitruer. Vous penserez que Anne, Thérèse et Marie nous saluent. Alors pendant les années 80, il y a beaucoup de choses qui ont disparu dans l'église, notamment 2 balustrades en fer forgé qui se tenaient juste à mes côtés, là, juste vraiment qui fermaient la montée sur l'autel. Il y a un tableau du chemin de croix qui a disparu. Vous verrez que tous y sont sauf celui-là, donc très gentiment, des gens ont mis un tableau du chemin de croix qui n'est pas le même, mais en tous les cas on l'a. Nous avons une croix en or qui a disparu, enfin dorée qui a disparu, des candélabres, les luminaires, d'ailleurs vous pouvez très bien voir là les 2 traces d'accroche des 2 luminaires qui tombaient, des lustres qui tombaient, qui ont disparu, voilà, qui sont passés dans une autre commune, hein, on suppose. Tout ça dans les années 80, merci. Alors, juste derrière, et on ira tout à l'heure dans le cimetière, il y a donc 2 parties dans le cimetière, il y a la partie ancienne et la nouvelle. Hein, comme dans tous les cimetières, il y a des tombes très anciennes, bon, il y a nos amis les poilus, hein, mes amis, mes poilus chéris. Il y a quelques particularités sur des tombes, on le verra, il y a des signes distinctifs de famille, il y a des mentions d'appartenance à des sociétés ou à des corps de métier. Il y a une tombe très ancienne à l'entrée qui est, selon les textes, celle de Raymond de Lagéard, qui était un chevalier qui avait 15 ans et qui est mort en 1712. Et donc Lagéard me fait une très belle transition évidemment sur les châteaux et les seigneurs. Alors il y avait de très nombreuses familles nobles sur la commune, avec des grandes possessions. Je peux citer certains des seigneurs qui ont été importants mais qui n'étaient pas majeurs. Vous aviez les familles Porte, les Green de Saint-Marceau, portent bien leur nom, les Lambert, les Dupuis de la Forêt, les Nadaillac, les Morel, les Lelon et les Robinet, qui étaient des familles très importantes. Tous avaient des ramifications avec les familles et les châteaux dont on va parler. Attention, je précise que tous les châteaux actuellement sont des propriétés privées, donc les propriétaires ne seraient pas ravis de vous trouver sur leur parcelle, mais vous pouvez en voir de la route certains d'entre eux, donc écoutez, ne vous privez pas, mais par contre ne rentrez pas sur les propriétés et ne faites pas des photos pour les diffuser sur les réseaux sociaux, puisque c'est quand même des propriétés privées, je le rappelle. Alors le premier dont on va parler, c'est celui du bourg. Bon, tout à l'heure, je vous ai cité le nom, Jussac, qui pendant longtemps s'appelait le château du bourg après la Révolution, et qui les propriétaires actuels ont renommé Jussac pour Jussac d'Ableville, puisque la famille d'Ableville, qui était issue de Saintonge, mais qui avait des possessions dans le Berry, dans le Périgord, dans le Limousin, dans l'Angoumois, est arrivée à Saint-Martial en 1429 et a quitté Saint-Martial donc en 1660. D'ailleurs, la branche de Saint-Martial des Jussac d'Ableville s'est éteinte à cette période-là. Ensuite, nous avons eu donc la famille Lagéard de Cherval qui a repris par alliance, par mariage, le château, qui a cohabité à peu près un siècle avec les Jussac. Alors il y avait toujours les Jussac, mais ça devait être des femmes, donc c'était les Lagéard qui étaient là à partir de 1554, mais qui étaient encore de la famille Jussac, donc voilà. Et ce, jusqu'en 1789, puisque en 1789, le château appartenait aux Lagéard de Cherval. Alors, les Lagéard sont d'une très 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 vieille noblesse, vraiment. Ils sont angenois et bordelais, donc de Bordeaux et d'Agen. La première trace qu'on a d'eux, c'est de 1506, donc inutile de vous dire que ça date pas d'hier. Donc le château Jussac a été donc dominé et dominant par 2 gros seigneurs importants, puisque les Jussac, notamment François de Jussac, etc., étaient écuyers du roi, avaient d'énormes charges prestigieuses, et pareil pour les Lagéard, ils ont été grands sénéchals, bref, ils ont eu des charges absolument incroyables, c'était des très gros seigneurs de l'époque. Autre château sur Saint-Martial, Fontpitou. Alors Fontpitou, la première apparition de Fontpitou dans les textes est de 1440. Si, on nomme un Adémarus de Fontpitou, c'est un hommage, une mention à cet homme. Alors, le château de Fontpitou a connu 3 grandes familles, vraiment prestigieuses, dont la dernière qui a véritablement pesé sur Fontpitou. De 1478 à 1630, vous avez la famille Jobert. De 1630 à 1666, vous avez la famille Alexandre.
Vous voyez les blasons là d'ailleurs, si vous, voilà, vous avez tous les blasons. Oui, j'ai trouvé tous les blasons. Et 1666, à la fin du 19e, d'ailleurs presque début 20e, vous avez la famille Massacré, et famille très connue dans le Périgord, qui avait de nombreuses possessions au travers du Périgord. Les dernières héritières de cette famille, de cette branche de Saint-Martial, étaient deux femmes, qui, je crois, sont mortes il n'y a pas très longtemps. Donc de cette branche-là, il n'y a plus personne, sauf si il y a quelqu'un qui se manifeste. Nous avons un autre château, celui que nous avons cité plusieurs fois, nos amis de Gandillac. Ah ben ceux-là. Voilà, alors le château de Gandillac, la première mention qui est faite, c'est un écuyer qui s'appelle François, Patronnier, donc je vous rappelle, hein, c'est la famille Patronnier de Gandillac, forcément ils s'appellent Patronnier, ils ont rajouté de Gandillac, donc de la terre de Gandillac. Il y a eu deux familles dans ce château qui se sont relayées. Les plus gros, c'est bien sûr les Patronniers, mais il y a une autre famille qui est de Badillac, puisque j'ai eu la chance d'avoir parmi mes amis quelqu'un qui s'appelle François de Badillac qui connaît très bien l'histoire des deux familles, hein, puisque leurs deux familles sont étroitement liées par mariage, etc. Alors la première mention c'est 1480 pour ce fameux François Patronnier, puis les Badillac vont obtenir le château en 1640 par mariage. Château qui est récupéré par les Patronniers en 1700, surtout notamment parce que, en fait, comme il n'y a plus de descendance mâle à cette période-là, hein, après il y en a eu d'autres, eh bien ils vont déclarer un Badillac sous le nom de Patronnier de Gandillac, histoire que ça perpétue le nom et la terre, et donc voilà, c'est reparti pour un tour. Et nous avons donc le troisième château, enfin le quatrième château, le et demi, vous savez, vous vous rappelez le et demi? Voilà, alors le et demi s'appelle Briançon. Alors Briançon, vous allez me dire c'est sur Verteillac, oui, mais pas vraiment, parce que à l'époque, donc je vous parle ça du Moyen-Âge, et on va dire 17e siècle, après le Moyen-Âge, donc à peu près au XVIIe siècle, Briançon était un manoir avéré. Et les premiers écrits qu'on a de Briançon tournent aux alentours de 1430. Il y a un acte notarié de 1492 qui mentionne Briançon, et on trouve d'énormément d'alliances entre les Jussac d'Ableville, les Gandillac et surtout les Badillac. Et à cette période-là, sur le cadastre, Briançon était à la fois sur Saint-Martial, à la fois sur Verteillac, tout simplement parce qu'il y avait la Sauvanie et qu'il y avait des terres qui appartenaient à Briançon qui étaient du côté de Saint-Martial, et qu'il y avait une petite partie de la parcelle et d'une partie d'un corps d'habitation qui faisait partie sur le cadastre de Saint-Martial. Donc forcément, ils se sont réclamés bien sûr de Saint-Martial, puisque les seigneurs étaient de Saint-Martial. Les Badillac, les Jussac, les Gandillac. Donc pour eux, ils étaient seigneurs de Briançon, et donc sur leur titre, Briançon de Saint-Martial, même si techniquement c'était sur la commune de Verteillac. Voilà, alors vous imaginez bien, c'était pas très drôle. Donc ça c'est les châteaux, donc le château et demi, mais qui appartient aussi historiquement à l'histoire de Saint-Martial. Donc entre l'église, entre les châteaux, entre les seigneurs, entre les deux guerres mondiales, entre la Révolution, les Templiers, les guerres de religion, les guerres pour le duché d'Aquitaine avec la belle Aliénor. Et alors, j'ai vu Le son et lumière de Cherval sur Aliénor la semaine, une merveille absolue, on est bien d'accord. Donc quand sortira le DVD, pitié, allez demander à Cherval Avenir de vous en vendre un, parce que les DVD sont magnifiques et Le son et lumière est sublimissime. C'est une histoire riche. Saint-Martial a traversé les siècles, comme je vous le disais tout à l'heure, l'église va bientôt avoir, dans deux décennies, à peu près deux décennies et demie, va avoir 1000 ans. Donc c'est une histoire qui s'est perpétuée, on est là, on est les héritiers en tous les cas de ces gens qui étaient là bien avant nous, qui ont commencé peut-être à vivre au bord de la Sauvanie avec 3 pierres et 2 silex, et on est là. Et on transmet, et on continue à transmettre l'histoire, et on continue à raconter ce qui s'est passé.
à montrer, à donner, et c'est bien pour ça que moi je fais mes ouvrages, que j'ai fait ces monographies, que je continue à très gentiment et très aimablement quand je suis invitée à faire des conférences ou à faire des papiers, parce que c'est important de transmettre, de ne pas oublier. Mademoiselle a presque 1000 ans, elle est là, elle nous protège, elle nous regarde, on est bien installés ce soir, en plus il fait chaud dehors et il fait bon dedans, donc on est vraiment bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Vous donnez rendez-vous ici, même heure, même lieu. Bon, alors pas le même âge et pas les mêmes rotules, mais dans 2 décennies pour fêter les 1000 ans de la demoiselle, évidemment. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de... Oui, je sais. Oui, moi, je serais peut-être pas là non plus. Hein. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de mon travail, et c'est la deuxième partie de la conférence qui sera beaucoup plus courte, puisque c'est ma transmission de l'histoire de Saint-Martial et du canton. En fait, je travaille depuis très longtemps sur l'histoire, parce que je suis une passionnée d'histoire. Ma partie principalement d'études, c'est 1919-1947 en Allemagne, et principalement 23-37, donc la montée du nazisme. Et je suis toujours très intéressée par l'histoire du canton, et donc de ce petit bout de Périgord. Alors maintenant on l'appelle vert, à l'époque c'était blanc, bon, voilà, mais c'est vert, et bien sûr de mes poilus. J'ai eu la chance d'avoir été retenue en 2016 au congrès de la Fédération historique et d'histoire du Sud-Ouest pour une conférence où j'avais présenté Louis Gendreau. J'ai la chance et la fierté d'être membre de la Société historique et archéologique du Périgord. Et j'essaye de communiquer mon amour, en fait, de ces lieux, de ce coin, de cet endroit, depuis des décennies. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est à travers mes écrits, parce que j'ai la chance, voilà, peut-être le talent, j'en sais rien, je suis pas sûre, mais en tous les cas, j'ai la chance d'écrire, d'aimer écrire et de peut-être savoir assez bien écrire. Et donc, j'ai intégré mon goût de l'histoire avec un grand H, mon goût des petites histoires et de Saint-Martial et du canton et de ce bout de Périgord et du Périgord en général dans mes ouvrages. Alors bien sûr, il y a 3 ouvrages qui parlent de Saint-Martial. Techniquement, on va dire, puisque c'est les 2 monographies, celle de 2008 et celle donc de 2024, et bien sûr la biographie de Louis Gendreau, puisque dans la biographie, on parle de Saint-Martial, notamment de ses possessions au Bournay, mais bien sûr de ses lettres qu'il a échangées au cours du temps où il signale que les cloches de Saint-Martial, quand il entend les cloches pas loin de sa tranchée, il pense aux cloches de Saint-Martial qui sonnent quand il était au Bournay, etc. Donc on parle de Saint-Martial bien sûr avec Louis Gendreau, et il évoque la drone dans ses poèmes, donc dans le recueil de poèmes et de théâtre que j'ai fait ressortir, pareil, eh bien, il évoque la petite drone, il évoque les cloches, il évoque le Périgord, il évoque son amour du Périgord. Donc évidemment, Saint-Martial à chaque fois est cité. Mais ma partie à moi, c'est je me définis plus comme romancière. Et à travers certains de mes romans, j'ai voulu inclure mon village, donc notre village, ou le village, pour ceux qui ne sont pas d'ici, et lier ce village, Saint-Martial, et les villages aux alentours à mes fictions. Alors le premier que j'ai fait, où j'ai mêlé Saint-Martial, c'est Liverpool Connection, qui est sorti en 2013. C'est un roman d'anticipation, où il y a une épidémie mondiale qui se propage, où un gouvernement mondial va mettre tous les pays sous cloche. Toute ressemblance serait purement fortuite, on est bien d'accord. Oui, 2013 quand même. Je l'avais écrit en 2005. Moi, je suis pas Marvin la voyante, mais c'est inquiétant. Et j'ai imaginé un territoire en France qui était un territoire indépendant, qui s'était regroupé pour pouvoir être résistance. Et la résistance, c'était l'Angoumois-Périgord, c'est-à-dire que j'allais de la Saintonge au Quercy. Vous voyez bien le territoire, et la capitale se retrouvait à être Saint-Martial. Alors, vous allez me dire, oh, comment? Eh bien oui, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Autant décrire les lieux que vous connaissez, et donc le centre de la résistance, c'était le canton de Verteillac, puisque certains résistants qui venaient, le groupe qu'on suit dans Liverpool Connection, venaient s'établir à Charval, à Lusignac, à Grand-Brassac, à Saint-Martial, etc. Donc, autant joindre l'utile à l'agréable. Ça, c'était ma partie, on va dire, imaginaire,
de l'anticipation de ce qui pourrait se produire. Et puis, bien sûr, comme vous le savez, ma partie étant la Seconde Guerre mondiale, je ne pouvais pas ne pas faire un roman sur cette partie-là, et donc j'ai décidé, quand j'avais 15-16 ans, de faire un triptyque de devoirs, de travail sur la mémoire du Seconde Guerre mondiale. Et Karenina, Un chemin, évoque les relations franco-françaises et franco-allemandes à Saint-Martial, pratiquement les 3/4 du roman, entre 40 et 44, puis ensuite ça évoque Berlin et Limoges, donc ça reste un peu dans le coin pour Limoges. Donc c'est vraiment les relations entre une jeune femme et un soldat allemand. Le hasard a voulu qu'il y a quelques années, enfin 2-3 ans après la sortie du livre, je reçois un mail d'un monsieur qui me demande s'il est possible de converser avec moi parce que sa femme a une histoire similaire à Karenina. Donc je dis bien sûr oui. Et j'avais un salon à Paris, donc je leur dis que j'étais à ce salon-là, j'étais au salon de Paris en dédicace, pas pour lui mais pour un autre. Et je vois 2 personnes assez âgées qui passent, qui repassent. Bon, bref, je vous passe les détails. Pendant au moins une demi-heure, ils ont fait ça. Et puis le monsieur s'approche, sa femme avait l'air gênée, donc je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre. Et le monsieur me dit, vous savez, je vais pas les citer parce que je pense qu'ils tiennent à leur discrétion, enfin à leur privé. Mais il me dit, je suis le monsieur du mail. Ah, j'ai dit, ravi de vous voir, je savais que vous alliez peut-être passer, mais bon. Et il me dit, ma femme est très émue, etc. Et je la vois qui me dit, j'ai lu les 3 romans, les 3 triptyques, et je suis très émue. Alors, ah bon, merci, etc. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle allait me dire. Elle me dit, vous savez, la dernière, donc la chute de Yann, qui se passe principalement à Berlin, m'a beaucoup émue, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai pensé à mon papa. Et elle me dit, parce que mon papa était basé en Dordogne, alors pas du tout à Saint-Martial, hein, un peu plus loin, une 40aine de kilomètres plus loin, et mon papa a rencontré ma maman entre 43 et 44, ils se sont plus, ils sont tombés amoureux, mais ils n'ont pas engagé de relation à cette époque-là, mais il lui a promis de revenir s'il se sortait de la guerre. Il est revenu en 47, il a épousé ma maman, et me voilà. Et elle me dit, et mon papa s'appelait Karl. Et en fait, quand elle m'a dit ça, alors je crois qu'on a pleuré toutes les deux, absolument toutes les deux, mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, mon histoire, Karl et Nina, aurait très bien, est tout à fait vraisemblable parce qu'elle aurait très bien pu se passer. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais de toute façon, l'histoire m'a touchée parce que ça aurait pu être mes parents. Voilà. Et c'est un devoir, on va dire, d'histoire, de mémoire, si vous voulez, qui est inventé, mais toutes les actions qui sont faites, toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement, par la préfecture, par le maire, etc., sont des vrais faits historiques, mais je l'ai inclus des personnages fictifs. Je croyais qu'ils étaient fictifs, mais ils n'étaient pas si fictifs que ça. Autre roman, et cette fois-ci je suis revenue au Moyen-Âge, parce que on a parlé des châteaux, on a parlé des familles, on a parlé des seigneurs, comment ne pas inclure l'église et les châteaux. Alors, j'ai écrit le Secret de Cassien en plein milieu du Moyen-Âge, donc à Saint-Martial, et alors cette fois-ci ça sort pas de Saint-Martial, si on va un peu à Charval et à Lusignac, mais pas très très loin quand même, où les vraies stars, entre guillemets, outre bien sûr Cassien, sa fratrie et une autre fratrie, la star c'est l'église, la salle d'armes, le château Jussac et le château de Gandillac, que en fait, en gros, j'ai rebaptisé la Géard, alors ils m'en voudront pas, mais c'est pour les besoins de ma fiction. Et ces personnages-là, les personnages en pierre, jouent un très grand rôle dans l'histoire. Et pour moi, de retransmettre ce qu'étaient ces familles, ce qu'était le paysage de Saint-Martial à l'époque, puisque le château Jussac, le bois descendait pratiquement à la lisière du château. Pareil pour Gandillac, c'était des bois tout autour, les bois de Bobo, puis les bois qui descendaient, etc. Donc c'était aussi de donner l'image de ce Moyen-Âge-là, avec ces seigneurs, des vrais seigneurs qui existaient. Alors même si j'ai trahi les seigneurs, parce que l'AGR était une famille qui avait des ramifications à Cherval et des ramifications partout, parce qu'il y avait plusieurs branches, je me suis dit que c'était quand même, il fallait des 2 gros seigneurs qui s'affrontaient. Et c'est aussi une manière de développer l'histoire. Donc le Secret de Cassien était aussi ma manière
d'hommage aussi aux albines. Alors aux albines, on connaît ça nous dans le nord du département, puisqu'on n'est pas loin de l'Angoumois et du Limousin, puisque les albines sont des rebouteuses, ce qu'on appelle. Qui pratiquent la science des plantes. Moi, j'ai eu la chance d'en connaître deux, dont une qui a soigné mon grand-père et qui, lui, n'y croyait absolument pas, hein, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les cataplaques sur sa jambe parce qu'il avait de l'eczéma, il a dit non, mais c'est un truc de bonne femme, c'est des trucs de sorcier, moi je mettrai jamais ça hors de question. Il a essayé parce que ma grand-mère a insisté lourdement. Ceux qui ont connu ma grand-mère qui sourit, ils savent très bien pourquoi. Ah bah c'était une maîtresse femme, elle se laissait pas faire. Elle lui a mis le truc par-dessus, etc. Et bah, en fait, il n'a plus jamais eu d'eczéma. Et même les médecins, les dermatologues, etc., qu'il avait vus, n'en croyaient pas leurs yeux. Hein. Voilà, donc c'était aussi une façon d'inclure ce côté un peu plantes, magie, rebouteux, pouvoirs qu'on peut imaginer être magiques, mais qui sont juste des pouvoirs de connaissance de plantes, comme nos anciens se soignaient. Évidemment, je n'ai pas pu oublier Louis Gendreau, puisque Louis Gendreau, j'ai fait une autobiographie, puisque je lui ai prêté ma plume. En fait, j'ai été son scribe, tout simplement, et il a raconté sa vie dans un roman qui s'appelle Monte vers l'idéal. Alors, c'est emprunté d'un de ses poèmes qui s'appelle Le Petit Poussé. La phrase exacte, c'est Monte vers l'idéal, dénicher la lumière. Moi, je trouvais que c'était magnifique, donc j'ai gardé Monte vers l'idéal, qui sied très bien à Louis Gendreau, puisqu'il a passé pas mal de temps à Saint-Martial, et bien sûr, dans ce roman, Monte vers l'idéal, évidemment, on parle de Saint-Martial, et il est à Saint-Martial. Alors, je continue, toujours, je recherche toujours, je partage très régulièrement. J'essaie de réhabiliter le site donc, qui s'appelle Saint-Martial-Viverolles toutattaché.com qui est en cours de réhabilitation parce qu'en fait j'ai eu un petit, alors pour rien vous cacher, j'ai eu un petit problème d'hébergeur. C'est-à-dire que mon hébergeur précédent, un jour, a coupé l'accès à la base qui me servait à alimenter le site, c'est-à-dire à toutes mes photos, tous mes textes, etc. Je ne pouvais plus rien corriger parce que, en fait, je modifiais pas grand-chose. Mais un jour, quelqu'un m'a pointé quelque chose en me disant « Tiens, moi, ma famille, j'ai ce document, vous pouvez l'ajouter sur votre site si vous voulez. » Oh, ben merci. Ah, impossible. Voilà, j'étais complètement... Alors, j'ai migré mon site autre part. Simplement, l'hébergeur de base, enfin l'hébergeur précédent, bloque le nouvel hébergeur. Il lui est impossible de faire modification. C'est-à-dire qu'il faudrait que je refasse tout le site, vraiment tout le site, de fond en comble. Alors ça me prendrait un temps considérable parce que je peux vous assurer, je crois que j'ai travaillé pratiquement 3 à 4 mois tous les soirs et tous les week-ends pour monter le site. Donc il est hors de question que je refasse ce genre de choses. Donc pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas trouvé de solution, je ne peux pas modifier en ligne le site, mais il est accessible, donc vous pouvez très bien y aller maintenant. Il y a pas mal de documentation, il y a pas mal de choses, je fais visiter l'église, je fais visiter la salle d'armes, voilà, des documents que vous avez dans le livre là, que je vous ai montré sur le PowerPoint, vous les avez aussi sur le site. Il y a des extraits qui ne sont pas dans le livre, mais qui, voilà, il y a des photos de jardin, il y a des photos de fleurs, il y a tout ce que vous voulez, il y a même des recettes qui sont dans le livre aussi, mais pas les mêmes. Voilà, donc si vous avez des documents, si vous avez des photos, des questions, des envies, des liens avec des moments évoqués, que j'ai évoqués ici, etc., n'hésitez absolument pas. Je suis joignable par mail, je suis sur Instagram, certains ont mes coordonnées personnelles, donc si vous connaissez quelqu'un qui me connaît très bien, voilà, ceux qui sourient là, qui ont mon numéro de téléphone personnel portable, n'hésitez pas à les contacter, ils vous donneront mon mail ou ils passeront vous passerez par eux pour me récupérer. Voilà, parce que honnêtement, je suis toujours avide de trouver quelque chose sur Saint-Martial, de trouver des choses, des histoires, même des histoires comme tout à l'heure, je vous contais pour cette dame et son papa allemand. Écoutez, si vous avez ce genre d'histoire, moi ça agrémente ma base de données à moi pour que je puisse agrémenter tout le temps et renouveler régulièrement les choses. Alors maintenant que c'est en auto-édition la monographie, si je fais une deuxième version parce que j'ajoute des choses, je le signalerai. Voilà, je mettrai deuxième édition, etc. Bon, on n'est pas là, hein, on va bien attendre quelques années avant de le faire. Voilà. Donc, il y a un cahier qui est ici. Vous pouvez mettre vos coordonnées puisque je mettrai en lien, en ligne le PDF, le PowerPoint en format PDF au mois de septembre, mi-septembre. Vous pouvez donc pouvoir le regarder tranquillement. Vous pouvez laisser vos coordonnées si vous voulez qu'on se reste en contact. Si vous voulez
on va aller faire le tour de l'église, voir de l'extérieur, et comme ça je vous montrerai certains détails que j'ai largement pas évoqués ici, parce que sinon on reste 4 heures, mais on peut le faire tout à l'heure, puisque je sais qu'il y en a certains qui m'ont demandé d'aller faire le tour de l'église, le tour du village, et aussi d'aller au cimetière. Donc on va laisser la place aux personnes qui suivent, puisqu'il y a une messe dans une demi-heure ici. 3/4 d'heure. Dans 3/4 d'heure. Donc dans 3/4 d'heure, il y a une messe. Donc si vous voulez rester à la messe, c'est tellement rare qu'il y ait des messes, des vraies messes de 1 heure. À Saint-Martial, n'hésitez pas à rester. En plus, là, ah oui, si, c'est magnifique une messe chantée ici. Cette église a, je le rappelle, une sonorité merveilleuse. Et alors si vous aimez le Purcell, si vous connaissez des gens qui font du baroque, des musiciens qui aiment Purcell, qui viennent jouer ici. L'acoustique est sublimissime pour le Purcell. Non, si. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Je suis disponible donc pour aller faire le tour, mais vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Ça sera peut-être mieux quand on sera dehors pour pouvoir discuter et échanger, puisqu'il faut quand même qu'on laisse la place pour ce qui nous suit. Donc la conférence sera en ligne. Elle sera en français et en anglais, pour les personnes qui le veulent, et il y aura la conférence, le PowerPoint de Louis Gendreau, la conférence que j'ai donnée l'année dernière à la Roche-Chalais. Je la mettrai aussi en ligne, comme ça vous pourrez regarder celle dont on parle de Louis Gendreau si ça vous intéresse. Donc je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux ce soir, d'avoir été attentifs, d'avoir patienté pratiquement presque 2 heures pour la fin de cette conférence, et encore merci à vous, merci de votre soutien, de votre présence, et puis allez hop, on y va, on fait notre tour de l'église. Merci.